Salaire, traitement, retraite, assurance sociale, allocation de chômage, rien n'est épargné. Mais vous défendez le capitalisme et c'est fini, madame. Le capitalisme, regardez ce que ça produit, le capitalisme aujourd'hui. Les jours heureux. 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 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Les Jours Heureux. C'est notre 8e Les Jours Heureux déjà. Ça va être le dernier avant septembre. Il va y avoir un petit break d'été, on va dire. Et donc ce soir, pour la 8e des Jours Heureux, nous allons parler à partir d'un livre que j'ai dans la main qui s'appelle « La bête a-t-elle mué les nouveaux visages de l'extrême droite ?» Nous allons parler de ça. De est-ce que l'extrême droite qu'on connaissait il y a 20 ans et maintenant existe toujours sous une nouvelle forme, politiquement, mais aussi théoriquement, on va dire. Et pour en parler ce soir, nous avons 3 fantastiques invités. Je vais commencer par Victoria. Bonsoir Victoria. Bonsoir. Victoria, tu es militante Antifa et artiste liégeoise. Tu es d'origine chilienne et kurde. Oui. C'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs. Et tu es animatrice en éducation permanente chez Peuple et Culture. C'est ça, tout à fait. Et donc, merci encore d'être parmi nous ce soir. Nous avons aussi Julien Doé, qui est secrétaire politique du 7K FGTB de Liège et trésorier de l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale. Il participe au Front antifasciste de Liège 2.0. Bonsoir. Et rebonsoir Julien. Julien est aussi du coup le co-auteur de ce livre avec Olivier Starky. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et Olivier, tu es directeur des services syndicaux de la Centrale Générale de la FGTB. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages, dont, si on fait vraiment de la pub, La bête a-t-elle mué les nouveaux visages de l'extrême droite. Avant de vous laisser la parole, je voulais rappeler aux gens qui nous regardent que vous pouvez poser des questions. Nous les prendrons à partir dans la dernière demi-heure. Donc là, il est quoi, 19h jusqu'à 20h, nous allons discuter. Et à partir de 20h, on répondra à vos questions. Donc n'hésitez pas, par exemple sur Facebook, dans les commentaires, de poser vos questions. Voilà. Donc, nous allons parler de ce livre. En fait, nous allons parler du fascisme, des nouveaux visages de l'extrême droite, mais c'est vrai que c'est à partir du livre qu'on avait eu envie de parler de ça. Je vais commencer peut-être par toi, Julien, et Olivier, tu pourras répondre assez rapidement aussi. Pourquoi vous a-t-il semblé nécessaire et peut-être urgent d'écrire un livre comme celui-là aujourd'hui? En gros, il est sorti en 2020, hein, je crois, ou... Fin 2020. Je ne sais plus en quelle année on est, de toute façon. Ouais. Voilà. En plein confinement, quoi. Voilà, pourquoi ce livre maintenant? On le voit quand même dans pas mal de pays, de montée de l'extrême droite, tant des partis que des idées. On pourrait y revenir d'ailleurs que ce qui nous inquiète aussi, peut-être même plus que les partis, ce sont les idées et le fait que les idées sont reprises par d'autres que l'extrême droite. Et donc, la lutte contre l'extrême droite ne se limite pas à lutter contre les partis d'extrême droite et contre une expression politique qui serait partidaire avec des figures, etc. Mais c'est plus large comme lutte. Donc, il y avait le constat que ça montait d'une part. D'autre part, que justement, par rapport aux idées alors d'extrême droite, il y avait peut-être... une baisse de la vigilance ou en tout cas quelque chose qui était en train de changer et de ne plus être... des choses qui étaient inacceptables il y a 20-30 ans semblent aujourd'hui passer sans trop de réaction. Et puis, il y avait, on était au lendemain d'élections en Belgique,
Et il y a quand même la perspective, alors on est un peu tôt par rapport à ça, mais on pensait qu'il fallait justement s'y prendre suffisamment tôt et pas comme à chaque fois les 6 mois avant ou les 3 mois avant où quand la campagne commence, tout le monde s'aperçoit qu'il y a peut-être une menace d'extrême droite sur le plan électoral à ce moment-là. Et donc on pensait que c'était important de sortir suffisamment tôt pour que le débat puisse se faire, puisse s'amorcer avant les élections de 2024 qui seront à tir groupé en plus, puisque en 2024, on va avoir plusieurs élections au niveau belge. Voilà, et que même si au côté francophone, on aura l'occasion d'y revenir, la situation, on peut avoir l'impression de crier au loup alors qu'ils ne sont pas là, mais on pourra relativiser cet aspect-là. Au nord du pays, on est dans une autre situation, puisque à peu de choses près, les 50% ont été atteints par la droite extrême et l'extrême droite. On pourra revenir sur les nuances qu'on peut mettre. Et que très clairement, en 2024, plusieurs analystes, plusieurs militants, plusieurs politologues, enfin un peu tout le monde se dit que on va peut-être vers un blocage où là, la barre des 50% pourrait être franchie. Voilà, plus le contexte international alors. Et on pourra y revenir sur les élections françaises qui ont eu lieu pour le deuxième tour des régionales dimanche. Olivier, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On peut toujours ajouter, même s'il n'y a pas grand-chose à compléter. En effet, le point de départ, c'est notamment, moi, j'avais écrit un article pour Agir par la culture, hein, qui portait qui était en quelque sorte une recension d'un livre d'Icomali qui se concentrait sur la nouvelle droite. Et ce qui est intéressant dans ce livre-ci, dans le titre à tout le moins, je ne vais pas le répéter parce qu'autrement ça fait promotion un peu trop, mais c'est le point d'interrogation. C'est-à-dire, la bête a-t-elle mué? Point d'interrogation. Donc, je l'ai répété, je ne l'ai pas fait exprès. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, bah oui, d'abord, a-t-elle mué? Et pour pouvoir faire ce travail-là, on s'était dit qu'il serait opportun et important d'avoir d'abord un premier volet historique pour avoir un cadrage, une contextualisation. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'elle l'a mué? Je laisserai le soin à Julien de revenir là-dessus. Parce que bon, honnêtement, c'est lui qui a fait la partie historique, donc il connaît beaucoup mieux cela que moi. Première question. Deuxième question, et Julien l'a déjà dit, c'est extrême droite ou droite extrême, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire, je prends un exemple, le Vlaams-Blok, en son temps, était venu avec le plan en 70 points contre l'immigration. 30 ans plus tard, premièrement, la plupart de ces 70 points ont été réalisés et passent comme une lettre à la poste dans le discours politique. Je prends un exemple rapide, hein. Gwendoline Rutten, elle disait, lorsqu'elle était présidente de l'Open VLD, elle disait, doe normal of Yahweh. Donc, tu te comportes normalement ou tu te barres. Ou, c'est Sarkozy, hein. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Eh bien, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut arrêter de se focaliser sur les partis d'extrême droite, le Vlaams Belang, on peut les citer, mais s'inquiéter de manière beaucoup plus préoccupante de cette droitisation. Et une fois qu'on pose cette question-là et qu'on pose ce diagnostic-là, que fait-on? Quels sont les outils, quelles sont les armes qui sont à notre disposition si on en a encore? Et ça, c'est pour plus tard. Merci Olivier. Je voulais aussi, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Tu expliques, par exemple, Julien, comment l'extrême droite est née, par exemple sous Mussolini, etc. Mais vu qu'on n'a pas non plus 4 heures, j'aimerais bien qu'on reste dans le présent et dans le concret. On parlait aussi tous les deux, Victoria, quand on s'est eu au téléphone pour préparer l'émission, et vous en parlez aussi dans le livre, de l'importance des mots et aussi, et c'est quelque chose dont on va parler, de l'importance des réseaux sociaux pour faire passer ces messages de plus en plus d'extrême droite. Et on voit par exemple comment Trump, là si on parle des États-Unis, mais s'est construit grâce aux réseaux sociaux et a fait en gros tout son mandat sur les réseaux sociaux. On en parlait du coup, toi les mots qu'on utilise en fait quand on parle de l'extrême droite et le fait que, comme tu disais Julien, moi je sais pas, j'entends dans la rue ou dans le bus ou chez mon coiffeur, il n'y a pas très longtemps de ça, des propos que je pense qu'il aurait été impossible à dire il y a 10 ans.
Et ça, je ne vais pas demander comment tu l'expliquerais, mais pourquoi, d'après toi, Victorien, on se sent de plus en plus apte à avoir des propos qu'on aurait qualifiés obligatoirement de racistes il y a 10-15 ans, et que maintenant, ça passe plus ou moins assez tranquillement dans la société, quoi. Bah, je ne sais pas pourquoi maintenant. Oui, c'est clair, il y a une analyse qui est faite notamment dans le livre par rapport au réseau et à la banalisation en fait de ces propos. Le fait qu'avant, ça se disait entre soi, c'était le vieil oncle de famille qui lâchait une bêtise pendant le souper. En fait, il y avait une espèce de consensus social qui venait étouffer un peu ça. Et puis avec les réseaux, il y a la possibilité de s'exprimer derrière comment dire, un masque. En fait, on est complètement planqué, on dit un peu tout et n'importe quoi. Et donc, clairement, il y a une utilisation des réseaux hyper violente, je trouve, qui impose un discours, qui impose une façon de penser et qui est très difficile à déconstruire directement sur les réseaux en plus, parce qu'on a vu essayer de naître toute une série pas d'alternatives, mais d'organisations pour dénoncer, pour essayer de faire du contre-discours à l'intérieur même des réseaux. Mais c'est un travail titanesque et qui très vite nous a semblé inutile en fait, parce que c'était une grande perte de temps. On avait quand même toujours derrière plus de monde pour venir retaper sur des idées fascisantes, fascistes. Et donc oui, clairement, les réseaux, pour moi, sont devenus des espaces gangrénés, quoi. Ben, ce que pose Victorien est une vraie question. C'est est-ce qu'il faut y être et essayer de lutter sur les réseaux, ou est-ce que c'est un espace qui n'est pas adapté à la lutte antifasciste pour le faire en manière raccourcie? Alors la réponse, à mon sens, est nuancée. C'est-à-dire on ne peut pas les abandonner complètement, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que c'est là qu'on va vraiment lutter contre l'extrême droite et que c'est par les réseaux sociaux qu'on va leur couper l'herbe sous le pied. Moi, je pense que le combat contre l'extrême droite se fait dans le monde réel et pas dans le monde virtuel, mais on ne doit pas être totalement absent du monde virtuel, mais plus, à mon sens, en constituant des espaces où notre parole aussi s'exerce et se répand et peut se partager, etc., plutôt qu'à essayer d'aller répondre en commentaire et de se lancer dans des débats sans fin, que ce soit quand des gens d'extrême droite viennent sur votre page commenter, soit d'essayer d'aller sur leur réseau commencer à commenter. Je pense que la presse a expliqué que Mark Van Ramst récemment avait été un peu en provoque sur un des réseaux sociaux d'extrême droite. Voilà, je pense que ça lui a fait du bien individuellement, mais c'est déjà un premier pas qui peut être intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça a servi en termes de conviction, puisque les gens d'extrême droite qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont convaincus. Donc, c'est pas ce public-là, à mon sens en tout cas, qu'on doit essayer de convaincre de ne pas basculer. On est face à des militants qui sont structurés. Et simplement par rapport à ça, je pense que par rapport à la banalisation, moi, j'ai le sentiment que plus que les réseaux sociaux, c'est plus les médias traditionnels qui sont responsables de la banalisation. Alors, peut-être plus côté français que belge francophone, mais c'est surtout là que la parole a complètement été libérée. Et qu'à partir du moment où, les exemples sont connus, hein, mais un Zemmour sur CNews peut se répandre et dire les pires atrocités sans jamais être repris, voire en étant conforté dans ses prises de position, forcément que, pour reprendre l'exemple du vieil oncle raciste, il va pouvoir dire regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est Zemmour et ça passe à la TV. Et ça, je pense que pour moi, la banalisation se passe plus à ce niveau-là que réellement par toi-même sur les réseaux sociaux, même si je n'en néglige pas la portée. Mais je sais qu'Olivier a un peu plus. Olivier, avant que tu enchaînes, tu as dit deux choses sur lesquelles je veux revenir, mais du coup, tu vas sûrement y répondre. Pardon. Tu as dit les gens d'extrême droite sur les réseaux sociaux sont des convaincus. Donc, je vais te poser la question. Parce qu'on n'a pas défini. Ils sont convaincus de quoi, en gros? C'est quoi l'extrême droite? De quoi on est convaincu quand on se dit d'extrême droite? Et je me dis que ça peut varier. Et tu as parlé aussi des médias de masse et de ce que des gens qui ont vraiment une place très importante dans les médias de masse disent. Alors,
il y a une expression en anglais, je ne sais pas si ça existe ou il y a une traduction en français, qui s'appelle la overtone window. Alors, overtone window, c'est en gros, c'est ce ligne de ce qui est permissible de dire. Et cette window, elle bouge comme ça. Et évidemment, pour moi, que quand Zemmour dit ce qu'il dit à la télé, quand Trump dit ce qu'il dit devant tout le monde, quand Bolsonaro dit ça, quand Orban dit ça, ça permet, en fait, c'est-à-dire que la overtone window, donc cette sorte d'échelle, monte dans ce qui est permissible de dire. Et c'est pour ça que la définition même de ce qui est monstrueux à dire ou raciste change en fonction de et c'est le président qui le dit, si lui le dit, moi je peux au moins dire la moitié. Donc, je te laisse maintenant la parole, Olivier, pour répondre à tout ça. Bien, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. D'abord, la fenêtre d'Overton, c'est une fenêtre d'opportunité. Ah, donc on dit la fenêtre Ah, on le d'Overton en dit, oui, français. oui, Ok, oui, parce que ouais, justement, j'allais revenir sur, en plus de ce que Victoria a dit, la question c'était le pourquoi, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que grâce à la fenêtre d'Overton, le fait qu'il y a des propos qui sont lancés comme des ballons d'essai, et puis qui sont répercutés, et si en plus, un mot sur les réseaux sociaux, ben, si en plus sur les réseaux sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de contrôle social, comme Victoria l'a dit, et ce sont des propos qui peuvent être proférés sans nuance. En termes de culture du débat, il n'y a pas de nuance. Donc ces propos-là, ben, ils finissent par créer une sorte de cadrage. Là aussi, c'est en sociologie, donc un cadrage qui rend ces propos respectables et acceptables. Et alors, et ça rejoint la question que Julien posait aussi, c'est est-il opportun, mais c'est une question stratégique, face à cette armée de trolls, faut-il une armée de trolls de gauche, pour le dire un peu rapidement et de manière caricaturale? C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas nécessairement la réponse. Et donc, la définition de l'extrême droite, ben, il n'y a pas grand-chose, enfin, il y a beaucoup à dire, on pourrait se perdre et gloser, oui, mais un tel, c'est simplement un corpus idéologique inégalitaire, ça c'est déjà une bonne base, et avec culte pour une certaine hiérarchie, la place des femmes, hein, donc c'est le retour, le KKK, hein, donc cuisine, enfant, église. Et donc, mais ça, c'est quelques éléments. Maintenant, on pourrait compléter à loisir, mais c'est quand même le corpus de base par rapport à ça. Et donc, dans un premier tour, je pense que ça répond quand même globalement à ta question, mais je ne doute pas un quart de seconde que et Victoria et Julien rebondiront allègrement. Je vais me tourner vers toi, Victoria. Je le dis, je le fais. On parle, donc, j'ai toujours du mal quand, alors, on dit les gens sont convaincus. Moi, j'ai l'impression, je suis peut-être naïf, mais que l'être humain n'est pas mauvais à la base, en tout cas. Que on nous aide à nous convaincre, en tout cas, on en a parlé par les médias, par autre chose, de choses dont potentiellement, moi, je connais vraiment des gens, même dans ma famille, etc., qui vont, par exemple, qui voudraient voter extrême droite, alors que je sais foncièrement que c'est des gens sociaux, engagés, humains. On en parlait aussi, quand on s'est téléphoné, Victoria, du fait que la société même, et ce modèle ultra-capitaliste, etc., du métro, boulot, dodo, du temps de cerveau disponible, aide aussi à convaincre ces gens que l'ennemi, c'est ni le col blanc, c'est ni Macron, ni Apple, mais que c'est l'immigré algérien qui vient d'arriver, ou le Marocain. Donc, il y a ce truc pas de, tu vois, de lobotomisation, mais il faut un ennemi, et souvent, on nous le fabrique, en fait, cet ennemi. Ouais. Bah, donc moi, je te rejoins un peu. Je suis aussi de cette école qui pense que l'homme, la femme ne sont pas fondamentalement mauvais, mais que quelque chose vient un petit peu. On s'est quand même rendu compte pendant la crise qu'on vient de traverser, et c'était déjà le cas dans des crises précédentes, du mal-être qu'il existe dans la société, quoi. Pour le moment, cette crise, c'était une espèce de gros projecteur qui est venu illuminer des injustices, des inégalités sociales, des privilèges d'une part, des difficultés à survivre, à boucler les fins de mois. On en était du coup arrivé à parler aussi de, spécifiquement en Belgique, mais on retrouve cette organisation dans d'autres pays d'Europe, l'État social actif, dont je ne suis absolument pas une grande connaisseuse, mais qui pour le moment me semble
apporter une série de réponses dans l'analyse qu'on fait sur ces inégalités, sur ces injustices sociales. Et effectivement, on peut se rendre compte à travers ce système qui a été mis en place en Belgique il y a déjà plusieurs dizaines d'années, à quel point la population exerce un contrôle sur elle-même et donc notamment va commencer à aller voir chez le voisin pourquoi est-ce que lui va mieux, pourquoi est-ce que lui s'en sort mieux, moi j'étouffe, etc. Donc il y a un peu ce jeu-là qu'il faut évidemment raccrocher au populisme de ces partis des droites extrêmes ou d'extrême droite. Vous en parlez dans le livre d'ailleurs, c'est très marrant. Moi, j'avais lu le programme de Nation en je ne sais plus de combien de points. Là, c'était combien 500 points. Alors, il en manque 2 d'ailleurs dans leur truc, c'est complètement n'importe quoi. Et effectivement, quand on lit chaque phrase, chaque point de ce programme, ils sont vraiment allés fouiller, chercher dans des idées plutôt de gauche, quoi, pour aller rechercher un électorat qui est complètement trompé et noyé dans ces programmes qui, en fait, sur le fait, et quand on met les choses bout à bout, sont racistes, sexistes, islamophobes. Enfin, voilà, il y a la totale, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y en a des gens qui sont vraiment convaincus. Hein, c'est ceux qui, moi, me font peur, qui font que j'évite de donner mon nom partout ou que, tu vois, qui rendent un peu parano. Et puis, il y a tous les autres, pour moi, qui sont encore là, qui sont perdus dans des discours confusionnistes, qui sont pas forcément des personnes qu'on a perdues. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un énorme travail à faire derrière. Julien, Olivier, n'hésitez. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas. Pour rejoindre ce que Victoria vient de dire, en tout cas par rapport à l'électorat, quand on parle des convaincus, c'est bien évidemment de dire il y a une frange à Dries Van Lagenhoven de Skildenvriend et les gars qui sont dans, parce que c'est essentiellement des mecs en plus, qui sont dans Skildenvriend. Pour moi, c'est pas ceux-là qu'il faut essayer de convaincre. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est les isoler, les tenir. Voilà, faire ce qu'on a appelé un cordon sanitaire, mais l'expression n'est pas correcte, ne s'applique pas totalement à l'idée que je veux développer, mais c'est vraiment de les isoler, de les maintenir dans leur monde à eux, mais que leur monde à eux reste bien éloigné du reste. Et tout le travail, alors après, c'est effectivement de faire en sorte que des gens déboussolés ou en tout cas qui se trompent d'ennemis ou qu'on s'arrange pour qu'ils se trompent d'ennemis. On ne peut pas, on le dit d'ailleurs dans le bouquin, on ne peut pas déconnecter la montée de l'extrême droite aujourd'hui du fait que depuis 40 ans, on a une droite ultra-offensive contre toutes les conquêtes de la gauche, contre tout le modèle social qui sort de l'après-guerre et de la victoire contre le fascisme et contre le nazisme. Et on ne peut pas déconnecter les deux. C'est bien un terrain qui a été préparé sur 40 ans, alors pas forcément à dessein, c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le complot et le mécanisme, mais en tout cas l'extrême droite arrive sur un terrain qui a été bien préparé, bien labouré, et contrairement à ce qu'elle essaye de faire penser ou qu'elle essaye de dire, elle n'est absolument pas à contre-courant. Elle est parfaitement dans le courant. Elle est comme un poisson dans l'eau dans la société ultralibérale et capitaliste dans laquelle on se trouve. Et donc, quand une série de points qu'elle dit, notamment contre les chômeurs, etc., elle est à l'aise pour l'évoquer. Donc ça, c'est un point. Par contre, des enjeux de la lutte antifasciste, en tout cas côté francophone, c'est d'empêcher une masse de gens qui peuvent être attentifs à un discours, qui peuvent le voir sur Facebook, etc., de devenir électeurs et électrices, d'une part. C'est un peu plus compliqué, mais ça peut se faire alors par un travail de sabotage de la campagne électorale et du fait que les gens aient connaissance d'une part que ces gens se présentent et qu'ils sont là, d'autre part de dévoiler, alors c'est le côté mettre
illuminer la bête et le vampire, c'est de montrer, ce parti-là, c'est un parti d'extrême droite, même si son nom ne le laisse pas penser, même si il essaye de le masquer. Et là, c'est le travail de décodage. Et puis après, c'est aussi l'empêcher de devenir des militants et de se structurer. Là, alors, on pourra y revenir, mais c'est tout le travail alors antifasciste de rue contre les locaux, contre les meetings, etc. Puisque c'est une chose de partager sur Facebook de manière anonyme ou avec un pseudo une idée d'extrême droite, c'est autre chose d'oser aller à un meeting, c'est autre chose d'oser aller distribuer un tract, surtout quand tu sais que quand tu le fais, tu vas te prendre une opposition qui va être costaude, qui va être nombreuse, et qui va être plus nombreuse. Alors, c'est encore tenable comme discours en Belgique francophone. C'est quasi plus le cas en Flandre. En France, on est justement sur les points de tension et on voit bien, encore hier à Lyon, il y a eu à nouveau une attaque d'un bar par des gens liés. Enfin, c'est les groupuscules. Est-ce que c'est Génération Identitaire ou un groupuscule approchant type Zouave ou type Action Française? Enfin, il y a plusieurs groupuscules là-dedans. Je n'ai pas encore les détails, mais on le voit. Elle peut être violente. Si on la laisse grandir, elle devient violente et elle ose devenir violente. Et d'ailleurs, en Flandre, on a eu quelques aspects d'une violence et d'un passage à l'acte. Et on ne va pas revenir sur le dernier cas qu'on a fini par retrouver avant qu'il ne passe à l'acte. On y reviendra, mais... Il y a, encore une fois, désolé Olivier, je te laisse la parole, mais je voulais aussi rebondir sur la question de la violence. Je trouve que c'est vraiment pas inodin. Il faut en parler parce que c'est vrai que autour de nous, moi, je sais qu'il y a des gens maintenant qui ont peur d'aller en manifestation parce qu'ils ont peur de potentiellement la violence qu'ils vont se prendre en retour, soit par des groupuscules d'extrême droite, soit par des CRS ou la police. Et donc, il y a vraiment la question de cette double violence. On le voit souvent, ce n'est pas une théorie du complot. La violence de l'extrême droite, en tout cas, on en a l'impression, est beaucoup moins punie que la violence de l'extrême gauche. En tout cas, en France, j'ai des exemples précis en tête. Je voulais aussi alors, je tiens vraiment à ce qu'on parle à un moment ou à un autre, parce que c'est de ce dernier chapitre du livre qui s'appelle Piste pour une... Non, dernier gros morceau du livre qui s'appelle Piste pour une reconquête. Parce que c'est bien qu'on essaye de donner aux gens une vision aussi plus optimiste des choses. Mais je voulais, voilà, si tu veux rebondir sur ce que vient de dire Julien, et peut-être aussi parler de cette question de la violence qui pétrifie vraiment une certaine partie des gens qui pourraient être, entre guillemets, de notre côté. Oui, mais je terminerai justement par la violence, mais parce qu'il y a beaucoup à dire sur tout ce qui a été dit. Pourquoi est-ce que des personnes s'inventent des ennemis factices et sont aidés, hein, ça, on a déjà dit. Et Julien, à un moment, il dit... il y a un mouvement idéologique et il y a un terrain qui a été labouré. Et le terrain, il a été élaboré avec encore plus d'aisance qu'il y a beaucoup de personnes, et parlons de la classe ouvrière, les classes populaires, qui ont été abandonnées aussi. Je prends quelques exemples. En France, François Hollande, une boîte à idées, Terra Nova, lui avait clairement recommandé, si tu veux gagner les élections, tu dois abandonner la classe ouvrière. Alors, à un moment, on peut se poser la question, et il y a François Hollande, on peut parler de Tony Blair, la troisième voie, Dino Mitte, Gerhard Schröder, enfin, on peut les citer tous. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où moi, je suis un électeur et on me snob, on me méprise, on ne s'adresse plus à moi, on ne prend plus en considération ce qui est mon quotidien, eh bien, contrairement à ce que beaucoup disent, je vais aller voter pour l'extrême droite, ça n'est pas vrai. La plupart se réfugient dans l'abstention. Donc, il y a un noyau dur qui, lui, va devenir des trolls ou des militants d'extrême droite, et il y a un marais qu'il serait opportun et judicieux d'aller rechercher. Et ça me fait toujours penser au film de Nanni Moretti, où il regarde la télé, il voit un homme politique de gauche, et lui dit « Mais dis quelque chose de gauche, dis quelque chose !» Et on en était là, quoi. Et donc, il y a vraiment eu une trahison de la social-démocratie dans les deux sens du terme. Trahison du corpus idéologique de la social-démocratie et trahison par la social-démocratie. Et là, il y a, par rapport à 2024, il y a un véritable wake-up call
qui devrait se faire. Et 2 exemples tirés dans le champ politique. Donc, j'ai parlé de Tony Blair, mon meilleur ennemi, hein, je le déteste. Et donc, Tony Blair, il a été Premier ministre, il a vraiment été se fourvoyer dans cette voie de garage qui n'est pas loin de l'État social actif, par ailleurs, comme ça on fait le lien. Et puis voilà, il a été évincé, et puis à un moment, on a constaté qu'au Parti travailliste, un peu par accident, Jeremy Corbyn a repris les rênes du pouvoir. Jeremy Corbyn est revenu aux fondamentaux de la gauche, c'est-à-dire il faut socialiser l'énergie, les transports en commun, enfin des choses qui parlent. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Et en utilisant une association qui fait de l'éducation populaire aussi sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Momentum, c'est un parti qui est devenu à un moment le parti social-démocrate européen qui comptait le plus de membres, chez les jeunes par ailleurs. Et donc, il s'en est fallu de peu qu'il ne remporte les élections. Pour la deuxième fois, il s'est pris les pieds dans le tapis avec le Brexit, mais ça, je laisse le soin aux politologues britanniques. Deuxième exemple, le fameux bidule, donc le Parti social-démocrate au Portugal, qui, à un moment, alors que le carcan budgétaire européen est ce qu'il est et empêche de faire des choses, à un moment, il a décidé, moi je monte au pouvoir, je fais une coalition et je suis soutenu de l'extérieur par les communistes et par les écolos. Et je m'oppose, autant que faire se peut, au carcan budgétaire européen, et ça se traduit notamment, on a rétabli des jours de congé, on a resocialisé la compagnie de tram à Lisbonne notamment, et jusqu'à preuve du contraire, ils ont été une nouvelle fois aux élections, ils l'ont emporté une deuxième fois. Et donc, c'est dire, c'est possible. Il y a des choses qui sont possibles à faire. Et je clôturerai par la question de la violence. Et ce que Julien soulignait, et Victoria aussi, à un moment, oui, il faut s'opposer à l'extrême droite partout, par l'éducation, etc. Mais il faut aussi occuper le terrain. Et le combat, il se fait sur le terrain. Et il y a une difficulté à avoir ce débat sur la question de la violence parce que elle n'a pas bonne presse. Sauf que les non-violents, les apôtres du pacifisme béat, sont des alliés de l'État en la matière. Et ça pose vraiment... Mais il faut oser avoir le débat, ne serait-ce qu'ouvrir le débat là-dessus et démystifier la violence. Et il y a des pratiques qui existent. Dans le cadre des Alter Summit, par exemple, les participants à ce type de manifestation se mettent d'accord entre eux. Et si tu veux participer à la manifestation sans prendre de risques, tu vas dans ce qu'ils appellent, ils travaillent avec des codes couleurs, tu seras dans la zone jaune. Si tu es prêt à l'avance d'en découdre un peu plus, tu te rendras dans la zone orange. Et si tu es clairement partisan de la désobéissance civile, c'est la zone rouge. Allez hop, on y va. Mais il faut à tout prix en débattre. Sinon on accepte de se limiter à des moyens d'action qui sont, je ne vais pas dire qu'ils sont voués à l'échec, mais qui ne facilitent pas le succès. Je voulais rebondir sur 2 choses avant de continuer à ouvrir le débat. Sur la question violence, non-violence, juste un livre vite fait de Peter Gelderloos qui s'appelle « Comment la non-violence protège l'État », qui est vraiment super intéressant à ce sujet-là et qui explique historiquement que cette idée que c'est la non-violence qui a mis fin à l'apartheid, qui a mis fin à la colonisation anglaise en Inde, etc., est quand même un mythe qu'on a réécrit. Et Corbyn, moi j'ai pas mal travaillé avec lui parce que j'étais en Angleterre avant qu'il devienne ce Jeremy Corbyn super connu. Il était très actif sur le terrain. Faut pas oublier que le jour où il a été élu à la tête du Parti travailliste, genre la campagne de démonisation des médias, y compris du Guardian en Angleterre, a commencé, mais la minute après qu'il soit élu, on a commencé à descendre, à inventer toutes sortes de choses sur cet homme. Et ça fait partie aussi, quand on parlait des médias, tout à fait de ça. Et on voit même avec Sanders aux États-Unis, qui est peut-être pas aussi radical que Corbyn, mais qui s'en est pris pas mal dans la figure. Donc, vous vouliez sûrement réagir. Je veux aussi qu'on parle à un moment de cette question de est-ce que l'extrême droite est forte parce que nous, la gauche, sommes faibles. Et on en a parlé récemment chez PAC, Présence Action Culturelle, souvent moi j'ai l'impression de ce message super, ou peut-être beaucoup trop compliqué. On est très fort à gauche pour vraiment parler de théories super intéressantes, super progressistes. Mais peut-être, est-ce que le message n'est pas souvent trop compliqué? Pour faire simple, l'extrême droite va dire c'est l'arabe qui pique ton boulot. Et l'extrême gauche va dire, et là c'est un clin d'œil à Pâques, c'est pas l'écosocialisme et la voie de demain. Et donc,
on comprend beaucoup plus facilement ce que se veut dire l'arabe pique ton boulot que l'écosocialisme est la voie de demain. Malgré que le vrai message, on l'a, c'est nous. Hein. On est d'accord là-dessus. Voilà. Allez-y, amusez-vous. Peut-être revenir sur la question de la violence, parce que c'est vrai que quand on parle d'antifascisme, ça revient quand même assez souvent, et notamment cette image des antifascistes cagoulés, violents, tout en noir, etc. Alors, d'une part, Victoria l'a évoqué très très brièvement, la cagoule est aussi une manière de se protéger par rapport à l'extrême droite. Puisque l'extrême droite a l'habitude quand même aussi de repérer qui sont les militants antifascistes, et militants et militantes antifascistes, et donc de les identifier, de les photographier, etc. Donc c'est une part d'autodéfense que d'être cagoulé dans des situations comme ça, face à des gens. Quand on parle de la violence contre l'extrême droite, le problème, c'est qu'on n'est pas sur une position neutre où on démarre de rien. On démarre d'une position où les gens en face sont foncièrement violents, sont dans une culture violente, dans une idéologie qui repose sur la violence, qui met tout le virilisme, toute la culture de la violence, qui légitime complètement un système violent et une violence physique. Et donc, si on y va, entre guillemets, en bisounours face à ça, vous ne pouvez qu'être massacré. Et donc, à un moment donné, il y a une forme qu'on parle d'ailleurs plutôt d'autodéfense au niveau antifasciste que d'offensive. On parle d'autodéfense antifasciste parce qu'on sait qu'en face, il va y avoir de la violence. Et cette autodéfense, c'est éventuellement être masqué, c'est toujours être à plusieurs quand on circule après une manif ou avant une manif. C'est des petites choses comme ça qui s'apprennent. Mais c'est aussi se protéger de la police, puisque on évoquait la France et la peur des gens de manifester en France face au déluge de gaz lacrymogène et de coups de matraque que la police française. Et là, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas eu besoin de Le Pen pour qu'il y ait une dérive totale du système policier français avec le dernier président, quoi. Et donc, un duel. Alors, je pense, par contre, qu'on a évité les ratonnades de rue gratuites, et encore, en tout cas le soir de l'élection. C'est peut-être le seul, mais sur la manière dont la force publique intervient et les forces dites de l'ordre interviennent dans les manifs, je ne vois pas bien quel degré pourrait encore prendre l'arrivée de Marine Le Pen par rapport à ce que vivent les Français depuis 5 ans, à part le tir à balles réelles, et encore, puisque les flashballs ont quand même fait pas mal de dégâts et on n'est pas très loin du tir à balles réelles. Mais donc ça, c'est quand même une réalité qu'il ne faut pas arrêter, et ce n'est pas qu'en France. Je veux dire, les quelques dernières actions antifascistes en Belgique francophone qui sortaient un peu du défilé gentil, et qui étaient un peu oppositionnels, se sont pris systématiquement la police très vite. Le cas les deux grands cas qui étaient deux actions. Ça, je vais parler de deux choses que j'ai vécues en direct, qui sont quand on est arrivé à empêcher le meeting d'extrême droite où Franken devait prendre la parole à Verviers, puisqu'il faut toujours redire que contrairement à nouveau le rôle des médias qui ont présenté ça comme une conférence littéraire organisée par une citoyenne qui n'avait jamais fait de la politique, alors qu'on était face à un meeting d'extrême droite organisé par à peu près tous les groupuscules d'extrême droite qui étaient présents ce jour-là à Verviers, et où Franken ne venait que en vedette pour aider à, je pense qu'on était 6 mois, 1 an avant les élections, à structurer l'extrême droite autour d'un modèle que lui venait présenter. C'est ça qui est empêché à Verviers. Hein. Ce n'est pas une conférence littéraire avec dédicace pour... c'est bien ça qui a été empêché ce jour-là. Et celle qui organisait que la Meuse n'arrêtait pas de présenter comme une simple citoyenne, qu'RTL a été interviewée en disant qu'elle n'était qu'une simple citoyenne, était quand même quelqu'un qui avait eu un parcours avant dans l'extrême droite et qui depuis ne fait que fréquenter et créer des structures à l'extrême droite. Mais ce jour-là, la police, elle tape
plutôt sur les antifascistes et elle aide les gens de nation notamment à rentrer dans la salle en cassant le cordon antifasciste qui était pourtant non violent mais qui était simplement, voilà, on se tenait pour faire une barrière physique et c'est les policiers qui, dans le dos, vous tapent dessus pour laisser passer les gens de nation. Et quand on est à Gilly, commune de Charleroi, c'est-à-dire commune de Paul Magnette, président du Parti socialiste, hein, parce qu'à un moment donné, quand on parle de la trahison de la social-démocratie, il faut remettre aussi les choses au point et remettre les responsabilités. On se retrouve avec un meeting, avec un congrès de fondation d'un parti d'extrême droite à Gilly. L'organisation syndicale et les mouvements antifascistes de Charleroi, rejoints par des mouvements d'autres régions, viennent pour bloquer et dénoncer le congrès. C'est même pas un meeting, c'est un congrès de fondation. Et qui charge qui? La police charge les antifascistes et de manière ultra violente. Je veux dire, c'est la fois où je me suis pris du poivre le plus proche de l'œil. On était hors norme de toute sécurité et d'utilisation normalement du poivre, puisque il est passé derrière les lunettes pour me le renvoyer dans l'œil. Donc on est vraiment complètement dans un truc très violent, tout de suite, à coup de matraque, autopompe. Ça a duré très très peu de temps. Alors, vaguement avertissement. Oui, ils vont vous dire après, on a été prévenus. Oui, on les a entendus dire dégager, mais en général, dans ce genre de choses, voilà. Alors, pas de chance pour eux. Pour une fois, c'était pas que des punks à chiens, caricature habituelle qu'on essaye de mettre, d'accoler sur les antifascistes. Mais vous aviez à peu près tous les responsables de la FGTB qui étaient là, plus un ancien ministre, actuel directeur des mutualités, qui a dû pour la première fois se prendre et de l'eau et du gaz. C'est dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais donc, ça a créé une confusion. Mais depuis, Gilly, c'était quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être même. Depuis, on n'a toujours aucune explication. Depuis, on n'a toujours rien de la part des autorités communales qui ne reconnaissent toujours pas que à ce moment-là, il y a un problème. Je termine là-dessus, mais pour bien illustrer la question, au 1er mai à Liège, cette année-ci, Nation explique qu'ils veulent faire un meeting place Saint-Lambert. Alors pourquoi place Saint-Lambert? Parce que 15 jours, non, 1 mois et demi avant, on avait eu un épisode avec des jeunes qui avaient un peu fait d'agitation au centre-ville et avec grosse intervention policière, ça avait fait beaucoup. Et donc Nation, comme par hasard, veut faire un meeting place Saint-Lambert. C'était évident que c'était pour faire le lien, racaille, enfin, on connaît le discours. Donc les antifascistes organisent non pas une contre-manifestation, mais dans le cadre de Still Standing for Culture et d'un 1er mai culturel, des concerts et prises de parole. Et le bourgmestre interdit les 2 manifestations. Et le bourgmestre envoie les troupes tout de suite pour empêcher le meeting de se tenir place Saint-Lambert. Et le meeting n'a pas pu se tenir place Saint-Lambert parce que les chevaux, parce que l'autopompe était déjà quasi prête. On a su négocier, ça ne s'est pas passé comme à Gilly, parce qu'on est quand même à Liège, qu'on était plus nombreux et qu'on a accepté relativement vite de bouger. Mais donc, c'est pour illustrer à un moment donné que ce discours aujourd'hui, je vais le faire comme ça, ce discours aujourd'hui, qui tend de plus en plus à mettre sur le même pied extrême droite et antifasciste, fascisme et antifascisme, extrême droite et la gauche. Alors, sous couvert de communisme, c'est l'ensemble de la gauche et des idées de gauche, tenues y compris par des responsables de la social-démocratie, ne nous envoie que dans le mur, comme dans les années 30, quand à un moment donné, certains ont dit préférer Hitler à Moscou, et ce genre de discours-là. Hein. Alors on va dire que je fais le poids Godwin, on va dire que j'exagère, mais fondamentalement, lisez certaines déclarations, observez ce qui est en train de se passer, observez la campagne politique en France, où y compris des intellectuels se prétendant de gauche, hein, parce que le dit de gauche, on doit abandonner, se prétendant ou s'autoproclamant de gauche, ont tenu ce type de discours-là, hein, ont tenu les discours plutôt Le Pen que Mélenchon. Hein. Plutôt Trump que Chavez. Et donc, c'est pour ça, il a dit, c'est Enthoven, bon, philosophe, on met des guillemets, mais... Et donc, on est quand même devant une situation qui doit nous inquiéter, qui doit nous inquiéter sur ce basculement d'un discours qu'on n'aurait pas eu il y a 20 ans et qui forcément favorise hein,
J'ai peut-être dévié un tout petit peu Non, du non, débat. mais ça soulève un autre débat, mais on ne pourra pas le faire ce soir, sur le rôle de la police et surtout les origines de la police qui aide vraiment à comprendre comment elle réagit aujourd'hui. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à un ami, Mathieu Rigouste, qui est sociologue français, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'origine de la police. On sait qu'aux États-Unis, la police a été créée. L'origine de la police date de l'esclavagisme, mais où la police était là pour protéger la propriété, et la propriété, c'était les esclaves. Donc, Il y a une très belle exposition pour le moment au territoire de la mémoire qui s'appelle Don't Shoot, sur justement la question notamment de pouvoir, est-ce qu'on peut ou pas, en tant que manifestant, contrôler les actes de la police, photographier la police, est-ce qu'elle peut nous faire les droits et les devoirs du manifestant, qui sont quand même quelque chose à réintégrer aussi dans notre réflexion. Et je voulais rappeler aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent que vous pouvez poser des questions. On va les prendre d'ici 15 minutes. Il nous reste 15 minutes, mais un peu plus. Je voudrais revenir à la question peut-être du début. Alors, aujourd'hui, je me suis mis à écouter ou réécouter quelque chose que je n'avais pas écouté depuis très longtemps. C'est un groupe qui s'appelle Supreme NTM, que tout le monde connaît. Et je suis tombé vraiment au hasard sur cette chanson qui s'appelle « On est encore là ». Elle date de 98. Et en écoutant la chanson, je me suis dit, punaise, mais on est encore là, nous aussi en 2021, parce que les propos, il parle des médias, évidemment, il parle évidemment, j'arrive plus à trouver les trucs, des gens qu'on invite tout le temps alors qu'ils ont des propos racistes et qui sont malgré tout le temps dans les médias. Il parle des lois Debré, il dit la gauche, c'est pas encore mieux que la droite. Et je me dis, c'était en 98, on est en 2021. Donc, je vais revenir à la question de ce livre dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, qui s'appelle « La bête a-t-elle mué ?» Donc, en fait, la bête a-t-elle mué, d'après vous? Ou alors, c'est que c'est la même bête qu'on accepte tout simplement plus facilement aujourd'hui, mais elle n'a pas vraiment mué? La réponse, ça serait de dire, je ne suis pas jésuite, ça serait de dire oui et non. C'est-à-dire, une métaphore rapide, hein. En fait, l'extrême droite aujourd'hui, c'est une douche moderne. Donc, tu as 36 jets d'eau, mais c'est quand même la même eau qui sort. Et donc, c'est un peu ça. Ou alors, pour répondre encore, elle l'a mué, si on regarde Dries van Langenhove, Tom van Grieken, il porte beau, c'est le beau-fils adoré, sauf que Julien sera le premier à nous dire que Mussolini aussi, il savait se saper comme un milord. Et donc, oui et non. C'est-à-dire que le corpus reste, il ne mue pas. Maintenant, l'habillage peut essayer de se rendre beaucoup plus attrayant, beaucoup plus aguichant. Et ça rejoint la question sur l'usage des mots, hein. Si on y prête garde, eh bien, avec le cadrage, fenêtre d'Overton, etc., nous-mêmes, si on ne fait pas un travail de lucidité, nous-mêmes, on se surprendrait à utiliser leur vocabulaire. Et alors, à ce moment-là, ils ont gagné, évidemment. Et donc, il y a tout un travail de lucidité à faire. Si, par exemple, on parle beaucoup des médias traditionnels, et à juste titre, il faut dénoncer le rôle qu'ils tiennent, mais de grâce, n'utilisons pas les merdias, parce que c'est clairement le vocabulaire d'extrême droite qui percole. Donc ça, c'est un premier élément. Et je rebondis aussi, j'en profite, hein, j'ai la parole, et puis après, je rebondis sur l'autre question que tu posais, qui a été éclipsée par la question de la violence. Tu dis, le gars d'extrême droite, il va te dire, si tu es dans la merde, c'est pas à cause de l'Algérien qui vient d'arriver. Et je pense que oui, on a un souci en termes de discours, parce qu'on est là avec des explications, etc. On a un souci parce qu'on n'ose pas aller sur le terrain des émotions, on n'ose pas venir sur ce terrain-là, et on n'ose pas non plus, et ça on pourrait avoir un débat là-dessus, par exemple, on sait très bien que l'extrême droite développe un discours, un nous contre eux, désignant un ennemi, et on sait très bien qui est le eux, hein, quand ça peut être le musulman, ça peut être, tu parlais de ça. Qu'est-ce qui nous interdit aussi d'avoir un discours qui identifie clairement des adversaires et qui pointe du doigt, et on peut construire un nous qui, lui, serait inclusif, c'est-à-dire la classe ouvrière, l'Algérien qui vient d'arriver, contre les multinationales, contre les actionnaires, contre le capitalisme. Appelons un chat à un moment. Oui, il y a tellement de choses à dire, et on pourrait vraiment en parler pendant des heures, évidemment. Moi, je me rappelle, il y a tout ce truc aussi. Il y a Marisa Matias, qui est députée européenne et qui va souvent à Strasbourg et qui est portugaise, et qui me disait que
la majorité, pas la majorité, mais la communauté à Strasbourg qui vote principalement FN sont les Portugais, les ex, donc les immigrés qui votent maintenant Front National. Donc, on a toute cette idée aussi de mettre les uns contre les autres. Mais je voulais, vu qu'on va pas tarder à prendre les questions, te poser une question, Victoria, et vraiment commencer à réfléchir. Donc, il y a c'est pas un chapitre, parce qu'il y a plusieurs chapitres, mais c'est cette partie du livre qui s'appelle Piste pour une reconquête. Toi, Victoria, on a parlé d'un combat de rue. C'est presque ça. Hein. Non, mais c'est vrai. Dans la rue, être proche des gens. Mais si toi, si tu avais un combat en particulier ou une priorité pour toi, par quoi commencer ou pour faire changer les choses ou pour faire bouger les choses, ça serait quoi aujourd'hui? Je pense qu'il y a pas un truc par lequel il faut commencer. Je pense qu'il y a plein de choses à faire en même temps. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, isoler à chaque fois des modes d'action, c'est aussi une erreur, je pense. Moi, évidemment, j'utilise la militance, j'utilise la musique aussi beaucoup. Je viens quand même du Chili et il y a quelques années, avant le confinement, il y avait des milliers de guitares dans les rues, qui, essayaient à travers la musique, à travers des chants, de faire revivre un petit peu cet engouement social qu'ils avaient perdu dans les années 70 et qui a laissé place à une dictature sanglante. Donc voilà, moi, ce que disait Oli me faisait réfléchir tout à l'heure sur cette question des classes oubliées. En fait, oui, notre discours, il oublie aussi un peu d'écouter, quoi. On est là, on parle tout le temps et en fait, on devient redondant, on est chiant pour tout le monde. Je crois que les gens, ils ont besoin qu'on les écoute et ils ont besoin qu'on fasse ce travail de recueil de témoignages, que ce soit ceux qui s'en prennent plein la gueule par la police. Et je suis contente, Julien, que tu aies amené cette question de la violence policière parce que je trouve qu'il ne faut pas arrêter d'en parler. Il faut aller écouter ces gens qu'on a oubliés, en fait. Il faut que les associations reprennent du temps, pas seulement pour faire venir des conférenciers, en fait, et tout le temps ramener les débats, les faire tourner autour de nos inquiétudes. Il faut vraiment rassembler les gens dans une pièce et dire, les écouter et pas seulement les écouter, utiliser des outils de démocratie culturelle pour essayer de faire ramener dans la rue des informations, des choses. Il faut faire ça en même temps que travailler justement sur ce système bien rodé où on se contrôle les uns les autres, où l'État nous contrôle. Il faut essayer de faire en sorte de donner de moins en moins d'informations sur soi dans les réseaux. Justement, moi, tu vois, je me dis que Facebook, c'était 2004 à aujourd'hui. En fait, ce truc va disparaître et on aura perdu du temps à essayer de convaincre des gens là-dessus, alors que je pense que ça va se faire ailleurs et plus tard. Enfin voilà, j'ai pas une réponse. Je crois qu'elles sont vraiment multiples. Je crois qu'il faut essayer de les aborder toutes en même temps. Et je sais aussi à quel point c'est compliqué aujourd'hui, alors que justement, cette partie de la population est abandonnée et doit survivre dans un système qui est vraiment violent. Je veux dire, c'est violent de ne pas avoir à manger à la fin du mois. C'est violent de ne pas savoir si on va garder son logement. C'est violent de ne pas avoir ses papiers. C'est vraiment violent, ça. Et ça me fait d'autant plus violence que des espèces d'acharnés qui s'amusent à nous faire peur avec leurs armes et leurs bazars. C'est plus haut, en fait, que la violence existe pour moi. Elle existe dans la manière dont on a mis en place des systèmes qui étouffent les populations, qui leur empêchent de s'arrêter, qui leur empêchent de respirer. Et donc, c'est contre ça qu'il faut aller. C'est pour ça, je cale un peu État social actif pour le moment, mais je pense que rien que là-dedans, il y a vraiment des choses à aller creuser. Et il y a une machine dans laquelle on pourrait aller s'amuser à mettre des petits bois pour faire tout bloquer, essayer de casser cet engrenage infernal, quoi. Mais pour aller dans le même sens,
Et en remettre une couche, non. Tu posais la question tantôt, est-ce que, l'extrême droite est forte parce que, la gauche est faible, parce que les démocrates sont faibles, au sens large? Et je pense que ce que vient de dire Victoria illustre ça. Oui, elle est forte parce on affaiblit sur des questions du quotidien des gens, et des besoins premiers des gens qui sont le socle, et c'était un débat que j'avais, au niveau de la laïcité qui parlait toujours de l'éducation comme première solution à tout, et que, avec Olivier d'ailleurs dans le livre on le dit, l'éducation certes, mais si tu essayes, de faire de l'éducation à quelqu'un qui n'a pas de toit, qui n'a pas mangé, enfin, à un moment donné, il y a une série de besoins qui doivent être mis comme socle sur lequel tu peux asseoir l'éducation et sur lequel tu peux travailler. Mais on ne peut pas simplement renvoyer le truc à oui, mais l'école va régler le problème ou l'éducation va régler le problème. Non, non, il y a la question du toit, il y a la question de. Et c'est bien d'ailleurs ce que le mouvement ouvrier avait compris quand il se lance dans la bagarre par rapport à dans un système de lutte des classes au 19e, etc. Les associations qu'il met en place, c'est des coopératives. C'est pourquoi? C'est pour donner du pain. Les communes socialistes, quand elles arrivent au pouvoir, une des premières choses qu'ils mettent en place, c'est des sociétés de logements sociaux. Ouais, parce que ça répondait aux besoins premiers des gens. Et on pourrait voir aujourd'hui sur quel débat la gauche est en train de s'enliser, qui ne sont absolument pas des débats qui touchent au quotidien des gens, ou en tout cas aux besoins premiers des gens, et qui sont donc forcément oui, qui les mettent. Et si on est sur un cas concret, demain, je pense que c'est à 17h le rendez-vous pour 24 heures. Il y a une action en faveur des sans-papiers au béguinage. Il y a un appel à les soutenir. Mais regardons quelle est sur cette question-là. Et alors, c'est facile de taper, on va me dire que c'est facile de taper sur le clou et d'aller chercher un point de l'accord de gouvernement qui pose problème par rapport à d'autres points. Mais ça n'empêche, l'accord de gouvernement par rapport à la question des sans-papiers est un pur scandale pour des gens, par rapport à des valeurs de gauche, et ne fait que être, et il n'a été obtenu, et on n'a pas posé cette question-là des sans-papiers, et on en revient, ce sont des gages à l'extrême droite. C'est se dire, là-dessus, on ne va pas venir parce que c'est pas populaire, parce que ça va pas aller, et on abandonne du coup, et on considère donc comme normal, oui, les sans-papiers, c'est pas normal qu'ils soient là. Et par rapport à ça, je fais une petite incise, je sors de toute une série d'activités autour de la Commune de Paris, c'était en 1871, sur la question de la citoyenneté. Un des premiers décrets de la Commune de Paris, c'est de dire tout qui participe à la commune, à la citoyenneté de la commune. On s'en fout complètement, c'est ça l'internationalisme. Tu vis ici, tu participes à ici, tu as donc il parlait de citoyenneté, pas de nationalité, il parlait pas de papier, mais je trouve que c'est super important. C'était en 1871, on est en 2021, on n'y est toujours pas. Si on reprend le droit de vote, on parle qu'on a conquis le suffrage universel. Non, tous les gens qui vivent en Belgique n'ont pas le droit de suffrage, alors qu'ils participent, qu'ils travaillent, qu'ils ramènent des sous, parce que tous ces sans-papiers travaillent, il faut tourner l'économie, voire certains pans de l'économie ne tournent que parce qu'ils peuvent être exploités, et donc ça met des liens. Et là-dessus, c'était un exemple qu'on prenait suite à un colloque où on avait été, enfin un séminaire international sur les questions de, par exemple, le salaire minimum, quoi. Ça, ce sont des combats que la gauche a complètement abandonnés. L'actualité récente nous montre qu'on l'a un tout petit peu revenu dessus, mais enfin largement quand même abandonné, alors que là, on est sur des choses qui vont toucher au quotidien les gens, qu'après, derrière, l'extrême droite va venir, regarde, l'autre, il te prend ton. Eh oui, mais non, on augmente le salaire minimum. Et là, on coupe l'herbe sous le pied de l'extrême droite, bien plus. Ouais. Et l'un n'exclut pas l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, elle est plus là qu'à, et c'est une autocritique, faire un xème bouquin sur l'extrême droite, faire une xème brochure sur l'extrême droite, faire un xème. Voilà. Alors, le bouquin. Je sais pas. Mais non, mais. Oups. Oups. Mais non, mais pourquoi? Parce que la rencontre chez Pax et le bouquin permet justement de dire qu'il y a d'autres choses à faire et que s'il n'y avait pas ça, on ne le dirait même pas. Mais voilà.
Olivier, je te Sans leur laisse, tomber je te laisse la parole. sur les pattes. Je veux juste rappeler, on va ensuite, je vois qu'on a déjà quelques questions, même plusieurs questions, donc on va les prendre assez vite. Et juste un petit truc, tu parlais de la classe ouvrière et de ce qu'il faisait pour le peuple et les gens en général. Les Panthères Noires aux États-Unis, dont on a falsifié un peu l'histoire aussi, en tout cas, leur premier C'était programme, social. ça a été des petits-déj. Des Sûr. petits-déj pour les enfants le matin. Donc, c'est Ouais. vraiment par là que Oui. ça commence, quoi. Bien sûr. Je te laisse la parole, Olivier, puis après, on Ouais, prendra des questions qui sont, j'ai l'impression, très intéressantes aussi. Mais c'était pour compléter avec quelques exemples sur la question fondamentale que tu disais. L'extrême droite n'est forte que de nos faiblesses. Revenons sur les sans-papiers. Une des grandes victoires de nos adversaires, donc le CDNV, l'OpenVLD, c'est que tu peux lire la déclaration gouvernementale, on ne parle pas de régularisation, on parle de mise en conformité administrative. Importance des mots, importance des mots. Le salaire minimum, un exemple. Conor Rousseau, président de Voreuil, le 28 avril, 3 jours avant le 1er mai, il trouve intéressant de faire un storytelling sur Déborah, la caissière de Newport, et lui dire « Tu vas voir, on va sortir les gros bras, et grâce à l'article 14 qui permet d'imposer les dividendes, on va aller chercher de l'argent et on pourra augmenter ton salaire. » Bon, le 1er mai à 20h, c'était fini, il a passé un bon 1er mai. Mais il n'empêche, ce sont des outils qui peuvent être utilisés et il y a tout un travail qui doit être fait. Deuxième et dernier exemple, et je rebondis sur ce que Victoria disait. Elle dit l'extrême droite vient avec elle tient des propos de gauche dans son programme. C'est partiellement vrai, mais avec les réseaux sociaux, on peut s'en tirer. 140 signes sur Twitter, c'est bon. Et 2 exemples, pendant la campagne électorale précédente, le Vlaams Belang faisait une campagne en disant « la pension à 1 500 €. Sauf que dans le programme, les périodes admissibles donc n'étaient pas prévues. Il fallait avoir une carrière complète. Ça veut dire que c'était doublement discriminatoire à l'égard des femmes, principalement, mais à l'égard de beaucoup de travailleurs. Premier exemple. Deuxième exemple, 17 mars, le confinement commence, le 1er. Quel est le parti politique qui a dit « les allocations de chômage doivent être à 100% » ? Le Vlaams Belang. Évidemment, il faut vérifier. On sait très bien que en disant cela, il savait bien qu'il n'aurait pas une majorité, premièrement, et que si on vérifie le comportement électoral et le comportement de vote au Parlement, il vote toujours avec les partis de droite. Mais qui vérifie ça? Qui lit les annales parlementaires? Personne. Et il y a un véritable combat à mener dans le champ. Et il faut se réapproprier la démocratie aussi. Ce n'est pas une fois tous les 5 ans. Et comme le disait Victoria, avec humilité, il faut faire le pari de l'intelligence collective et il faut écouter et co-construire. Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail politique, syndical, culturel à faire. Donc, il y a du boulot. Ça, c'est clair. On va commencer à prendre les questions. Il y en a vraiment pas mal. Alors, je vais vous demander, dans l'absolu, d'essayer de faire plutôt court, parce que je vois qu'il y en a pas mal, et qui sont complexes en plus. Laissez faire Olivier alors. J'en prends une qui est complètement à propos, parce qu'on vient d'en parler. Donc, quels sont les avis des auteurs et de Victoria sur la situation, sur la grève de la faim des sans-papiers et de la reprise des arguments de Franken par son remplaçant Samy? Elle est assez claire. On a déjà un petit peu parlé de ça. Je vous laisse réfléchir. C'est l'illustration de ce qu'on dit depuis, je pense, 1 heure, c'est-à-dire qu'il y a une victoire, il y a une part de victoire sur les idées et oui, il y a tout un imaginaire qui est passé et où maintenant, bon, c'est le CDNV aussi, je veux dire, c'est pas écolo ou Groen, quoi. Donc, replaçons aussi, c'est pas parce que la personne a un nom et une origine étrangère que forcément, ce serait trop simple. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe, c'est pas parce qu'on est étranger ou qu'on a été sans-papier qu'on est forcément pour les sans-papiers, etc. Tu citais les Portugais tantôt qui votent. On sait que dans la communauté italienne, on peut avoir un réflexe, oubliant complètement que quand ils sont arrivés, il y avait des pancartes interdits aux chiens et aux Italiens dans les cafés des quartiers de certains quartiers. Donc, voilà. Je pense qu'il y a rien. Okay. Il y a une question aussi assez concrète. Alors, je ne sais pas à quel point je vais te poser cette question à toi, Victoria. Tu veux y répondre parce que c'est
Ça peut être bien de pas tout à fait dévoiler nos tactiques et nos stratégies aussi. Mais on nous demande, donc, c'est un monsieur qui non, j'allais faire une blague. Quoi un monsieur d'extrême droite nous demande: «Comment s'organise concrètement la résistance dans vos collectifs? Et où peut-on trouver votre collectif?» Non, la question, c'est juste comment s'organise concrètement la résistance Antifa dans vos collectifs? Bah, donc il y a, aussi dans nos collectifs antifascistes, beaucoup de questions qui se posent quant à nos actions, quant à nos manières d'agir parce qu'en fait, encore aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans la réaction à, et très peu dans la prévention de, et donc c'est extrêmement compliqué de comprendre les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça pour le moment. Mais en fait, je me l'explique aussi par la difficulté qu'on a d'exister dans un système qui ne nous convient pas et de répondre à ces injonctions et en même temps d'y lutter un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Et donc, ça fait de nous un peu des espèces de... Enfin, nous, on se prend un peu pour des super-héros et on est tout le temps occupé à gauche, à droite et on a tout le temps 1000 trucs à faire. Mais en gros, comment est-ce que ça s'organise? Comme dans les films, hein, on se retrouve dans un endroit sombre, on boit des coups et alors on identifie des actions, des personnes et on agit, on réfléchit. Est-ce que Et vous voilà. appelez Mr. Orange, Madame Jaune? Est-ce que vous mettez les téléphones dans les frigos? Absolument, on met Ah oui. les téléphones dans les frigos, ça c'est pas une blague par contre. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus pour dire que comment est-ce qu'on s'organise, c'est aussi, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais en essayant de faire attention, de donner le moins d'informations possible sur nous-mêmes, quoi. J'ai vraiment envie de partager avec vous une anecdote. J'ai perdu ma carte d'identité, j'ai dû aller la faire refaire et on a pris mes empreintes. Et j'ai été obligée, en fait. Donc, le gars en face de moi m'a dit: «Si vous ne me donnez pas vos empreintes, je ne vous donne pas vos papiers». Et j'ai pleuré parce que j'ai vu dans les yeux de ce mec tout l'échec de ma militance, à savoir une acceptation totale de ce contrôle de la population, de cet assassinat de liberté, privée fondamentale, de mon droit, en fait, à ne pas donner mes empreintes, etc. Et donc, je tiens à le dire pour que vous fassiez tous bien gaffe à ne pas perdre votre carte d'identité parce que c'est obligatoire maintenant. Et je tiens à le dire aussi pour vous préparer parce que je trouve ça très violent et pour vous dire qu'il faut, oui, ça c'est une de nos actions, c'est en fait utiliser des canaux de communication, utiliser des réseaux qui nous permettent aussi de donner de moins en moins d'informations parce que, détrompez-vous, ces informations peuvent être retenues contre vous et on a tous quelque chose à cacher. Donc des messageries, etc. Voilà. Ce qui explique aussi que sur Liège, la personnification, voilà, hein, c'est souvent, comme c'était mentionné dans le 4e de couverture du livre, c'est souvent moi qui prends la parole pour le front, mais c'est parce que de toute façon, moi je suis ultra grillé depuis plus de 20 ans, connu, archi connu, voilà, l'extrême droite a déjà publié sur l'équivalent de Wikipédia pour l'extrême droite une petite bio, enfin, donc voilà, la photo circule, donc autant que ce soit moi, puisque de toute façon ils savent qui je suis, et ça permet, voilà, c'est pas le fait de moi qui veut absolument, mais c'est aussi une manière voilà, puisqu'il y en a un ou l'autre, et je suis pas le seul, hein, on est quelques-uns à être de toute façon complètement grillés, que ce soit par rapport aux flics ou par rapport aux militants d'extrême droite. Donc autant que ce soit nous qui nous exposions, ça permet aux autres de rester discrets. C'est clair. Il y a aussi la question évidemment qu'il est, allez, alors je vais pas dire moins dangereux, mais c'est toujours plus facile pour quelqu'un comme toi qui s'appelle Julien Doé, qui est blanc, qui, tu vois, Aussi. de prendre la parole et Ça d'être fait devant de la partie scène. ça fait partie des facteurs. Et je voudrais juste rajouter une toute Oui. petite chose par rapport à comment on s'organise et quel genre d'action on met en place. Je pense aussi qu'il y a une volonté, même si c'est pas toujours simple de le faire, de réorganiser des actions de solidarité. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui me semble important, c'est recréer de la solidarité. C'est aussi une manière de faire barrage à ça, en fait. C'est de montrer qu'on est capable de vivre en société, capable de vivre ensemble et de s'aider les uns les autres.
les unes les autres. Et voilà, je pense que ça, c'est aussi important à relever parce que c'est quelque chose que l'État social actif, que l'extrême droite et que beaucoup même de partis essayent de casser, c'est ce principe de solidarité. Et moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de réponses là-dedans. Alors, j'ai une question qui en soulève une autre, mais alors hyper, importante. Donc, je vais poser la question comme elle est écrite, hein. Avec la convergence des idées de droite et d'extrême droite que vous évoquiez, comment fixer la limite, s'il est pertinent d'en fixer une, pour autoriser ou non une manifestation? Et là, je trouve que cette question, elle soulève vraiment la question plus large de ce modèle soi-disant démocratique dans lequel on est soi-disant. Mais en gros, on est dans une démocratie une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans, concrètement. Parce qu'il y a cette question aussi, pour moi, si on accepte les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle démocratique et qu'on nous dit mais ici, c'est mieux que, je dis n'importe quoi, où c'est qu'on ne vote pas. C'est mieux qu'un pays où on ne vote pas, parce que nous, on peut voter, au moins on choisit. On peut choisir nos représentants. Mais si on accepte cette règle du jeu, alors ne faut-il pas accepter, si demain le FN, je parle France, mais remporte les élections présidentielles, que, écoutez, on a accepté les règles du jeu, ils ont remporté les élections. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une question sur, en gros, pourquoi on interdirait une manifestation d'extrême droite si les règles du jeu font qu'on accepte les idées d'extrême droite? Je ne sais pas si c'est très clair, cette question, mais voilà. Moi, parce que quand je parle à des amis, j'en fais partie, je parle à moi, je me considère comme un ami à moi. C'est très important aussi, de l'anarchisme, des choses comme ça. C'est le fait aussi de ne pas accepter les règles du jeu, en fait, de dire que non, voter tous les 5 ans pour un bipartisme qu'on nous impose et on nous fait croire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre et tout, alors qu'ils sont quasiment pareils. C'est pas ça la vraie démocratie. Et là, ça pose la question de démocratie directe, etc. Mais on va revenir à la question. Je pense qu'il est plus clair. Devrait-on interdire les manifestations? Alors, puisque les idées d'extrême droite rejoignent la droite, doit-on interdire une manifestation ou un rendez-vous? Ou alors doit-on seulement l'empêcher? Je reformule. Ouais, il vaut mieux. Est-ce qu'on s'en sortira, par exemple, en interdisant les partis d'extrême droite? Non. D'abord, parce que c'est une atteinte à la démocratie, premièrement, même si on peut débattre, et je suis le premier à dire qu'il faut se réapproprier, revivifier la démocratie et en faire autre chose qu'un bulletin de vote dans une urne tous les 5 ans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc, ça n'est pas la solution. Par contre, il faut donc autoriser les manifestations, mais repartir de la définition première de la démocratie, qui est l'organisation du conflit et la gestion du conflit. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi réintroduire de la conflictualité dans la démocratie. Et ça veut dire que lorsque l'extrême droite manifeste, et ça rejoint ce que Julien disait tout à l'heure, il faut occuper le terrain et il faut pouvoir le faire. Et c'est là, on questionnait le positionnement, on va dire, pas neutre de certains acteurs, ou l'équidistance qui est de plus en plus opérée entre l'extrême droite et les antifascistes, par exemple. Et ça, ce sont des choses qui doivent être remises en question aussi, mais la solution prétendument la solution la plus simple, qui serait d'interdire, n'en est pas une, au contraire, et d'autant plus que, comme on le souligne dans le livre, on ne s'attaque pas aux partis, on s'attaque aux idées. Et si les partis disparaissent, les idées, il faudra un travail beaucoup plus en profondeur pour arriver à les contrecarrer et à gagner à la fin. Et pour ajouter simplement un point, pour revenir sur la question qui précède, par principe, le Front antifasciste ne demande jamais l'autorisation de manifester en tant que tel. Il manifeste, voilà. Alors, les autorités, d'une manière ou d'une autre, finissent par le savoir. Quand elles sont là, il y a gestion avec les autorités, plus ou moins ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas formellement de demande de manifester. On annonce qu'on manifeste et puis voilà, ce qui répond en partie à la question. Bien sûr. Mais ça, je trouve que c'est, malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est très important en fait. On a un petit peu abordé, mais cette question de la gauche d'être sur l'offensive en fait, et de ne pas respecter des choses qu'on ne devrait pas respecter, alors que tu disais très bien, on a l'impression qu'on est un mouvement réactionnaire, puisqu'on est tout le temps en réaction à des attaques, mais on n'a pas le temps, nous,
d'imposer et d'être à l'offensive. Et je refais un bond, mais 42 minutes en arrière. Je trouve que, par exemple, Jeremy Corbyn en Angleterre, un gros problème de la réponse qu'il a fait aux attaques, principalement qu'il était antisémite, que c'était un ami des terroristes, etc., c'est qu'il a passé son temps à se justifier. Non, je ne suis pas anti. Alors qu'il aurait dû complètement renverser la balance et montrer qu'en plus, les autres pouvoirs, en ce moment, ils ont écrit des livres où ils ont dit des choses complètement inadmissibles. Mais voilà, donc cette question de la gauche être vraiment sur l'offensive. Alors, il y a une question pour Olivier, principalement. Mais bon, c'est Olivier Julien, parce que ça parle du livre. Vous développez dans votre livre une éclipse et des lucioles Ah, un autre. Oui. du concept de populisme en abordant la question d'un populisme de gauche. Est-il nécessaire, selon vous, que la gauche se réapproprie cette stratégie politique pour récupérer une partie de son électorat perdu ces dernières années? Ça, c'est une question, on répond en 20 secondes, je pense. 20 secondes. Oh, trop cool. Lisez l'éclipse des Voilà, Lucioles. il faut lire ça, c'est tout. Non. C'est extrêmement compliqué, évidemment. Oui. Mais la première chose qu'il faut dire, c'est que Alors, la gauche doit être simple maintenant. Donc, en 20 secondes, on veut... Non, je plaisante. Eh bien, à partir du moment où le populisme n'est pas une idéologie, mais plutôt une méthode de faire de la politique, tant qu'à faire, pourquoi pas? Ça fait partie des pistes et ça dépend ce qu'on met derrière cette espèce de mot qui est victime de sa sursaturation médiatique aussi. Et donc, peu importe, on peut trouver un autre nom. Hein. Moi, dans le livre, on parle de contre-populisme. C'est tout simplement pour dire qu'il y a peut-être des outils. Il faut qu'on cesse d'avoir peur de notre ombre, premier élément. Il faut oser construire un discours avec un nous inclusif qui identifie des adversaires qui sont les formes modernes du capitalisme. Et il faut aussi qu'on n'ait pas peur de recourir aux émotions, de faire du storytelling, comme Conor Rousseau a essayé de le faire une demi-heure, et essayer d'aller rechercher ces électeurs qui sont abandonnés. Allez-y, mais c'est vrai que ce que tu dis, je trouve ça fou, en fait, et je pense qu'on l'a tous vécu. Moi, j'arrête pas, j'ai commencé à arrêter, ça y est, mais j'arrête pas de me justifier quand on me dit qu'est-ce que tu fais, ou je dis je suis militant, activiste. Ou alors, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur la Palestine, donc je suis pro-justice, mais pro-palestinien. C'est comme si on devait se justifier, ou je suis végétarien, mais pourquoi? Alors qu'en face de nous, on a des gens qui ne participent. On est toujours en train d'essayer. C'est comme tu, je sais plus ce que tu as dit, mais de ne plus avoir honte ou peur de notre ombre. C'est vraiment un truc que je vois, j'entends tout le temps, en fait. Tout le temps, essayer de se justifier pour ce qu'on essaye de faire et de changer. Mais peut-être. Mais c'est là qu'il y a le renversement depuis 40 ans. Ouais. Replaçons-nous au sortir de la guerre en 45 et 47. Et dans la sortie de la guerre, quand la gauche met en place la sécurité sociale, met toute une série de choses en place, c'est les autres qui se justifient. La gauche, à ce moment-là, elle n'est pas obligée de se justifier. Et donc, on se justifie aujourd'hui parce qu'il y a eu le détricotage depuis 40 ans et parce que c'est les autres qui sont comme des poissons dans l'eau. Et comme on est à contre-courant, quoi que l'extrême droite dise sur cet aspect-là, comme c'est vraiment nous qui sommes à contre-courant, forcément, à contre-courant, tu es amené à tu es amené à te justifier. Alors, faut-il le faire ou pas? Mais c'est pour ça. Hein, c'est important de l'avoir en tête que le bain idéologique dans lequel on est n'est plus le bain idéologique qui nous est favorable, il est le bain idéologique de l'adversaire. Donc forcément que son mode de vie, ses idées, etc., apparaissent comme les idées normales, comme les idées naturelles, comme les idées démocratiques. Les pratiques sont considérées comme les pratiques démocratiques. Et donc, il n'y a plus toute une série de questions qui étaient posées il y a encore 50 ou 60 ans. J'aime bien cette idée de l'espace-temps. Parce qu'en fait, ça me donne bien espoir sur le fait qu'un jour, ce sera juste plus comme ça, en fait. Je pense qu'on a cette capacité, ou plutôt cette incapacité en tant qu'humain, d'imaginer le monde sans nous, dedans. Et donc, on est toujours là un peu, malgré nos savoirs, nos connaissances en histoire, ou ce qu'on peut essayer, en s'appuyant dessus, d'imaginer dans le futur,
Enfin voilà, on a un peu cette tendance à se centrer, enfin, à centrer le monde autour de nous. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que dans votre livre, vous dites aussi, j'ai lu le livre, je tiens à le rappeler. Dans votre livre, vous parlez aussi de cette nécessité d'imaginer un monde demain, quoi. Et en fait, moi, j'ai envie de presque dire à l'extrême droite, mais allez-y, faites-vous plaisir, c'est votre moment. Tu sais quoi? Faites-vous plaisir. D'ici quelques années, ce sera fini et il y aura autre chose. Et ça, on va le mettre en place aujourd'hui. En fait, on va arrêter de se prendre la tête à essayer de contrer vos manifs et à s'emmerder avec ça. On va se retrouver, on va se replier. En fait, on vous laisse le terrain, limite, quoi. De toute façon, vous allez faire n'importe quoi. Ça va être pire que jamais. Et on va commencer à construire le monde d'après parce que ce truc va se casser la gueule d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est déjà fait, si ça a commencé. On le sent que ça a commencé. Et donc, je pense qu'il est aussi temps, et vous le rappelez dans ce bouquin, il est aussi temps de créer, quoi, de créer l'après. Et ça aussi, c'est faible encore, je trouve, dans le discours de la gauche. C'est le monde qu'on va faire naître des cendres que ce truc, que ce truc va laisser, quoi. Mais si je peux compléter, en fait, on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas. Mais d'un autre côté, nous ne sommes plus dans les années 90. Hein. Dans les années 90, c'était le règne de Tina et il y avait pas de place pour autre chose. Ici, il commence, on voit, allez, j'utilise des lucioles, on les voit, elles sont là. Le fait qu'aux États-Unis, par exemple, des personnes comme Alexandra Ocasio-Cortez soient élues, qu'au sein du Parti démocrate, il y ait une véritable gauche, que le terme socialiste aux États-Unis ne soit plus tabou, ça veut dire que les lignes bougent. Sans doute pas assez vite à nos yeux, certes, parce que nous sommes impatients, mais les lignes bougent et le système s'est cassé la figure, il rebondit, mais rebondira-t-il toujours de la même manière? La réponse, à mon avis, est non. Une des difficultés, c'est qu'on ne peut pas se résoudre, et je pense que c'est là que la gauche est en difficulté, on ne peut pas se résoudre à abandonner les gens aujourd'hui et maintenant en se disant « bon allez, on les abandonne, nous on construit pour dans 20 ans, ou dans 10 ans, ou dans 5, mais et tant pis pour… » Non, parce qu'on est toujours aussi dans « il faut quand même défendre ce qui est en… » Moi, j'abandonne que les convaincus. Hein. Oui, mais tu vois, que les gros comme ça, les autres on les prend avec, évidemment. Mais le problème de se dire on abandonne la défense et on est dans la perspective, je pense effectivement il faut le faire, mais où on est coincé à ce niveau-là, c'est qu'on est obligé à un moment donné de défendre ce qu'il y a, parce qu'il y a les gens qui sont là, qui en souffrent et qu'on ne peut pas se résoudre à les abandonner sur le terrain. Et c'est là qu'on est en tension, évidemment, par rapport à ça, ce que d'autres ne se posent pas, parce qu'ils en ont rien à foutre. Des gens, nous, comme on a comme ça nous intéresse vraiment les gens, on ne peut pas se résoudre à ça, à dire, allons-y, allons dans le mur et on l'explosera comme ça et on recommence après. Non, parce qu'on ne veut pas fondamentalement aller dans le mur, parce qu'on sait que ça va faire des dégâts pour plein de gens et qu'on veut, voilà. Et toujours pour compléter, pas, c'est pour illustrer la difficulté et la tension. Et c'est la même chose, ça ne contredit pas, c'est petite métaphore footballistique, avec l'ère du temps dans lequel on est, le bain idéologique dans lequel on est, trop souvent, on monte sur le terrain en voulant jouer la défense. Monter sur le terrain en jouant la défense, généralement, on finit par prendre un goal. Bon. Tandis que, ou deux dans les 10 dernières minutes. Ou deux dans les 10 dernières minutes. Il y a des gens qui regardent l'Euro. Bon, voilà. Mais par contre, on pourrait monter sur le terrain en développant un 3-5-2. Donc, 3 défenseurs, 5 milieux de terrain, 2 attaquants. Donc, on défend et on construit. Et à la fin, on gagne. Et il y a aussi… Alors là, voilà, on arrive à la fin de notre conversation. Et il y a aussi quelque chose, je pense qu'il faut… Et c'était Howard Zinn, cet historien états-unien, qui en parlait vraiment très, très, très joliment, de ce côté… La lutte doit être joyeuse, en fait. Bien sûr. La lutte, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que ça… alors, je pense que quand on est dans la lutte, quel que soit, on s'en rend compte qu'il y a des moments très joyeux et que c'est important. Mais quand on est en dehors… une petite anecdote. Moi, la première fois que je suis allé en Palestine, c'était en 2007.
Et quand je suis revenu, la plupart de mes copains, ma famille étaient vraiment mal. Alors raconte-nous, c'est quoi les bombes, la guerre, etc. Où la question globale, c'était comment? C'était comment? Et j'avais une banane pas possible. J'ai dit, c'était génial. On a rigolé, on a bien mangé, parce que la lutte est avant tout humaine, quoi. Et l'humain, et si on veut que les gens viennent lutter, je veux dire, on trouve rarement ailleurs des moments où on est en gros main dans la main. Ça, je parle post-Covid, avant Covid, hein. En ce moment, main dans la main, c'est plus difficile, mais coude au coude, mais main dans la main avec des gens d'origine complètement différente, des gens de pensée, non, je vais dire pensée politique, pas tout à fait, mais oui, c'est très rare en fait. Souvent, après une manif ou quoi, on se sent, c'est un coup d'adrénaline, de boost qui est vraiment assez incroyable et qu'on ne vit pas si on ne prend pas part à cette lutte parce qu'on est en commun, quoi. On crée quelque chose comme ça. Bon, je ne veux pas conclure moi, parce que moi, je suis je ne sais pas comment on appelle ça, le modérateur. Il nous reste 5 minutes. Si vous voulez, on fait un petit tour de table vite fait où vous nous expliquez point par point le programme à venir pour la gauche et la victoire finale avec la date, le jour et l'heure de l'apéro. Donc voilà, je vous laisse vite fait conclure et après je dirai un petit mot de fin. Vicky, si tu veux conclure. Non, conclure. Donner ta conclusion ou dire 3 phrases que tu as envie de dire. Non, rien de particulier. Merci. En tout cas, c'était intéressant de discuter avec vous. Et on se voit pour les arrêts de jeu juste après. On peut continuer un petit peu entre nous à discuter. Et voilà, merci pour l'invitation. Merci. Julien, oui. Donc, outre l'acceptation d'aller boire un verre après le débat, pour revenir sur cette joie, à nouveau, pour faire le lien avec un autre événement qu'on a commémoré récemment, la Commune de Paris, ça c'est intéressant. Enfin, il y a plein de choses intéressantes par rapport à la démocratie, par rapport à ce qu'on a discuté, et on la commémore souvent autour de la semaine sanglante, c'est-à-dire le moment où c'est le massacre, où ils se font massacrer. Et on oublie très fort que la Commune de Paris, les témoignages qu'on en a, les textes des communeux, des communeuses, des citoyens et citoyennes qui y participent, c'est que c'est surtout un grand moment de fête. C'est un moment où ils ont le sentiment d'enfin prendre le contrôle de leur vie, d'être à la manœuvre, d'être dans les rues, de faire des concerts pour eux, de pouvoir accéder à des tas de lieux. Et on décrit la fête qu'il y a dans Paris pendant... Alors après, ça va être gâché par le climat de guerre, mais c'est intéressant de rappeler, et moi... de plus en plus par rapport à cette imagerie-là. Et pour revenir à gauche, on est souvent dans ce défaut-là. On est souvent à commémorer des défaites ou à commémorer des moments sanglants, etc. Et à oublier que soit avant, soit après, soit pendant, il y a eu des moments effectivement d'importance, de joie, de construction favorable. Et que c'est peut-être ça qui est la différence entre un projet de société de gauche et un projet de société d'extrême droite. C'est la couleur, quoi. C'est noir, les couleurs, c'est noir, les projets d'extrême droite, c'est triste. La gauche, normalement, c'est joyeux, c'est coloré, c'est diversifié, c'est mélangé, etc. Et ça, c'est peut-être effectivement ce qu'on oublie des fois dans les choses. Et sinon, je suis un grand optimiste, pour revenir sur le timing, etc. Et je suis un grand optimiste sur l'évolution de la société. Est-ce que je le verrai moi? Ça, c'est un autre débat, mais ce n'est pas forcément le débat le plus important. Voilà. Olivier. Que dire après cela? Que dire après cela? Simplement rebondir sur ce que vous disiez, vous deux, c'est qu'en effet, ça serait bien si un jour on pourrait faire un sort à la militance triste et sacrificielle. Ça, c'est une chose. Et donc, ça voudrait dire qu'on devrait faire plus souvent des fêtes de l'humain. Vous voyez, je suis en manque, hein, franchement. Et alors, et puis voilà, quoi. Je pense que c'est... Et en effet, moi, je suis tout aussi optimiste et je maintiens, nous ne sommes plus dans les années 90. Et donc, allons-y. C'est une belle fin et aussi vraiment que le chemin qui potentiellement amènera à la victoire finale est beau et se doit d'être beau et on doit aussi se raccrocher, je trouve, à certaines victoires qui paraissent petites ou bénignes, mais qui sont malgré tout des victoires en fait. Et multiples.
il est beau et multiple. Et multiple, ouais. Il faut se garder des chemins linéaires qui ne nous ont pas forcément amené les sociétés qu'on voulait. Ouais. Donc, Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Je rappelle, donc, on s'est réunis aujourd'hui pour parler à partir de ce livre qui est vraiment à lire. En plus, il est court. Donc, si vous n'aimez pas lire, c'est pas très long. Qui s'appelle La bête a-t-elle mué? Les nouveaux visages de l'extrême droite de Julien Doé et d'Olivier Starky. Nous avons aussi Vicky. J'ai failli dire ton nom de famille, mais je ne l'ai pas dit. C'est ce qui va faire booster les trucs dans les réseaux sociaux, tu sais. C'est quoi son nom? Et je rappellerai une petite chose, tu en as parlé, Julien. Demain, Église du Béguinage, à partir de 16h, 17h, il y a un rassemblement prévu pour les sans-papiers. Certains sont en grève de la faim, dans un état critique. Il faut y aller, il faut montrer qu'on est là, parce que ça fait partie de la civilisation humaine et de notre humanité, d'être là pour les gens quand ils en ont besoin, parce qu'un jour, on aura sûrement besoin de ces gens-là nous-mêmes. Et finalement, donc ça s'appelle cette émission Les Jours Heureux, c'était la 8e. On s'arrête jusqu'en septembre. Vous pouvez retrouver la plupart des podcasts, certains sont en cours de montage, mais ils seront montés pendant l'été sur notre site qui s'appelle lesjoursheureux.be. Et voilà, c'était organisé par Présence et Action Culturelle. Merci beaucoup, bonsoir et à bientôt. merci.